707. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Mes amis, nous retrouvons Esprit Libre avec Maître Sophie Obadia et Jean-François Colosimo à 8h44. Merci d'être là ce matin. On va commencer, Jean-François Colosimo, par l'Iran. Vous qui connaissez bien les mystères du Moyen-Orient, on a du mal à comprendre ce qui se joue en ce moment dans le Golfe Persique, négociation ou pas, ultimatum ou pas, à quoi jouent les mollahs? C'est simple, moi ça m'a beaucoup fait sourire quand j'ai lu que, paraît-il, le guide suprême Ali Khamenei appelait le peuple iranien à la résilience. Alors pour autant que je sache, Ali Khamenei n'a pas lu Boris Cyrulnik, n'est-ce pas? Et il appelle en fait les Iraniens à la résistance. C'est l'axe de la résistance, c'est-à-dire qu'il sous-entend aussi, et c'est ça que redoutent les Américains, un embrasement de la région. Parce que qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ces négociations où on patine? Vous savez qu'ils ne se parlent pas directement. D'ailleurs, ils se parlent par le biais d'intermédiaires, de médiateurs omanais. Ça se passe à Oman, donc c'est les Omanais qui passent d'une pièce à l'autre et disent, voilà ce que disent les Iraniens aux Américains, et réciproquement. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout le monde veut éviter une escalade brutale. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin de temps, des deux côtés. Du temps, pourquoi faire? Pour être sûr, finalement, soit pour les Américains de réussir une opération dont on comprend mal encore aujourd'hui la finalité. Est-ce se débarrasser du guide? Est-ce se débarrasser du régime? Est-ce véritablement apporter la démocratie à l'Iran? La réponse, c'est manifestement non, n'est-ce pas? Et puis d'un autre côté, les Iraniens qui, évidemment, on a appris que non, finalement les Israéliens, les Américains, c'était un peu vanté tout de même. Non, ils gardent beaucoup de missiles balistiques qui peuvent atteindre Israël en véritablement un temps très très court, 20 minutes. Ils gardent effectivement de l'uranium enrichi, on ne savait pas où il était passé, mais non, ils l'ont encore, n'est-ce pas? Etc. Et ils gardent surtout, après cette répression féroce, dont il faut dire tout de même que beaucoup de victimes pourraient introduire tout de même une espèce, je sais pas, on va demander à Maître Obadia, une espèce de plainte, n'est-ce pas, auprès des tribunaux américains, pour une espèce d'encouragement délirant de Donald Trump à y aller et puis à être lâché en plein milieu, n'est-ce pas? Une espèce de mise en danger d'autrui de la part de Trump. Donc on en est là, et en fait, les Américains vont frapper à la demande des Israéliens qui, dans le même temps, eux-mêmes balancent parce qu'ils redoutent, en fait, les conséquences. Alors les conséquences, elles sont connues. C'est, en fait, l'incapacité de se débarrasser réellement du régime. C'est évidemment les représailles de missiles balistiques sur Israël. C'est évidemment l'embrasement de la région et des attaques un peu partout, via les relais de cet axe de la résistance, justement. Ce qui reste du Hamas, du Hezbollah et des Houthis, mais assez tout de même pour produire des dégâts monstrueux, et évidemment l'emballement mondial économique du prix du pétrole et de son impact, en fait, sur les grands équilibres mondiaux. C'est là où on en est, et on comprend que, en fait, Trump tergiverse. Sophie Obadia, des Iraniens pourraient poursuivre Donald Trump pour les avoir incités à continuer la révolte et à aller se faire tuer, alors que maintenant le Khamenei demande à son peuple qu'il a massacré d'être résilient, ce qui est quand même d'une ironie bien sûr, sordide. non, mais vous imaginez tout le chemin qu'il faudrait parcourir pour que les Iraniens arrivent là, qu'ils en aient l'idée et qu'ils puissent se dire oui, ça existe quelque part, cette forme de défense. Bien sûr, c'est bien que le droit international leur permette d'être inspirés, mais la réalité, c'est qu'ils n'y parviendront pas. En tout cas, pas en l'état. Non, c'est insisté sur le principe. Oui, voilà. Mais les principes, ça compte. Sophie Obadia, vous êtes avocate. J'aimerais votre ressenti sur cette affaire Epstein, relancée par ses répliques européennes. En visite au salon Wine Paris, le président de la République a lancé « La justice doit faire son travail » et surtout, la justice américaine, qu'a-t-il voulu dire selon vous ? Alors d'abord, vous parlez de ressenti, et je pense que c'est le terme qui convient. Nous sommes très très loin du droit. Cette façon de jeter en pâture des milliers de fiches, ouvrir les datas de cette façon à l'américaine, je dirais, nous, c'est pas du tout la façon dont on travaille en France. Et je comprends ce que dit Emmanuel Macron, culturellement, laissons faire la justice américaine, qui est tout autre que la nôtre, puisque c'est pas parce que vous citez dans des données brutes 700 fois le nom d'une personne qu'elle est nécessairement impliqués. Et je trouve ça extrêmement dangereux, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la seule évocation, en disant 300 fois le nom d'un tel est sorti, ce matin on dit même que des noms sont caviardés, c'est qui est encore plus suspicieux. C'est très grave en réalité. C'est une façon non pas de travailler, mais de faire,
qui jette le discrédit sur tout un chacun, qui fait trembler, c'est le régime de la peur. La peur d'être sur ces fichiers, voyez-vous, même pour avoir été, je sais pas moi, le chauffeur d'un tel qui connaît Epstein par le bras droit. Bon, donc c'est très dangereux et c'est une logique de liste dangereuse et donc je pense qu'effectivement Emmanuel Macron a voulu dire nous ne sommes pas concernés pour l'instant, sauf que il y a eu Jean-Luc Brunel à une époque qui avait été mis en examen pour avoir des liens avec Epstein, pour avoir été un rabatteur, un proxénète. Il avait créé des grosses agences de mannequinat. Et voyez-vous, je le dis parce que c'est pas pour dramatiser, il était mis en examen en France et il est mort pendu à la santé. Donc je n'ai pas du tout envie que nous allions vers ce type de justice, où le soupçon devient finalement une manière d'éliminer les uns et les autres. Vous diriez que la bombe judiciaire est moins dangereuse finalement que la bombe réputationnelle ? Exactement. J'attends même que la bombe judiciaire, ou plutôt que l'institution judiciaire, protège les réputations quand elles sont intactes. Je trouve qu'en ce moment, et je pense à d'autres affaires, y compris dans les médias, la manière dont on gère les réponses judiciaires devient bizarroïde aussi. Voyez-vous, la réputation de quelqu'un, elle est prise en compte par la justice. Donc quand une peine est prononcée, ça compte aussi de dire est-ce qu'il y a eu des antécédents, est-ce qu'il n'y a pas d'antécédents. Aujourd'hui, un nom suffit à jeter le discrédit. Et tout le monde a peur. Et ça n'est pas très simple. Jean-François Colosimo, quand le président dit c'est à la justice américaine de faire son travail, est-ce que c'est un retour à l'envoyeur ? Comme si, d'une certaine façon, l'arrivée en Europe des conséquences de l'affaire Epstein était quelque chose qu'il fallait éviter ? Oui, alors bon, c'est quand même un peu paradoxal parce que l'affaire Epstein n'est pas qu'une affaire de pédophilie transatlantique, c'est aussi une affaire idéologique, puisque Epstein finançait en fait tout ce qu'il y avait de plus post-nietzschéen dans l'intelligentsia progressiste américaine, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Donc c'était vraiment une certaine pointe du Parti démocrate qui se retrouvait dans la Silicon Valley. Et ça a aussi imprégné la France. D'ailleurs, il est tout à fait symptomatique que cette volonté d'hégémonie culturelle se traduise par le fait que Jack Lang, en France, ait été en quelque sorte contaminé, entre guillemets, par cette affaire. Donc, il y a des gens qui vont dire aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, c'est le complotisme. Ah, mince, cette affaire Epstein donnerait raison aux complotistes. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être la mettre de côté parce qu'il ne faut pas donner raison. Mais non, c'est une véritable affaire. Et malheureusement, oui, il y a bien une dimension un peu quand même de conspiration. Vous parliez, Maître Badia, de Brunel, n'est-ce pas ? Bon, Brunel, il meurt à Paris, à la santé, pendu... suicidé. Bon, mais en fait, c'est beaucoup de suicides en prison. Non, lui, c'est réellement un suicide. Ça a été vraiment vérifié. C'est un suicide. D'accord. 2022, c'est un suicide. En attendant, ça fait beaucoup, encore une fois, de portes qui se ferment sur une possible enquête criminelle. Voilà. Et d'un autre côté, vous le savez bien, le Quai d'Orsay dit que peut-être ça serait en fait une espèce de manip américaine que nous jeter cette affaire dans les jambes, voire peut-être russe. Les Polonais l'ont suggéré. Voilà. Oui. Alors bon, donc au point où on en est, il faudrait quand même revenir à la base. C'est comment est-ce que un financeur, encore une fois, d'un anti-humanisme radical, qui entre autres a des pratiques pédophiles, de violeurs, etc., criminels, peut ainsi prospérer pendant 20 ans entre, effectivement, New York et Paris. Voilà. C'est quand même une vraie question. Je pense qu'on en reparlera. Je voudrais qu'on termine avec l'intelligence artificielle, Sophie Obadia. Est-ce qu'elle menace le métier d'avocat ? C'est votre crainte, ou en tout cas le questionnement que vous avez en ce moment. Et vous avez exhumé un papier de Sud-Ouest de la mi-janvier qui rapportait récemment qu'un homme avait utilisé l'IA pour contester des sommes qu'il devait à la CAF. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va devenir notre conseil juridique ? Non, mais il était avec un avocat. Hein. Oui. Il était pourvu d'un avocat, et cet avocat a produit des fausses jurisprudences. C'est ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire, le juge a dit, non mais attendez, ça n'existe pas, je suis allé vérifier, ça n'est pas possible. Donc vous voyez, on parlait avant de fantasmagorie, là on est dans l'hallucination de l'IA, c'est-à-dire qu'on peut commencer à donner des décisions qui sont peut-être orientées, mais ce qui m'intéresse encore davantage, c'est que l'IA va peut-être nous empêcher d'être créatifs, nous autres avocats, puisqu'elle va, concentrer et répertorier
toutes les décisions qui sont déjà passées. Et la crainte que nous avons, nous autres, parce que nous sommes des créatifs aussi, c'est d'avoir une justice plate qui reprend toujours les mêmes décisions et qui ne fait pas évoluer la jurisprudence, qui ne fait pas évoluer le droit. C'est ça la crainte que j'ai, moi, pour l'IA. Dans les cabinets, il y a de moins en moins de stagiaires et de plus en plus d'IA, ça c'est une certitude. Mais l'intelligence des avocats, ça sera de rester créatif. Et ça, je pense que c'est très très important de le rappeler. Vous confirmez, moi ce qui m'inquiète, c'est de moins en moins de stagiaires. Ça c'est total. Là. Déjà, il y a le télétravail qui éloigne les gens de l'entreprise, mais alors si en plus l'IA les sépare définitivement de l'entreprise, moi c'est ce qui m'inquiète. Eh bien, vous avez raison de vous en inquiéter, parce que réellement, les cabinets disent, je n'ai plus besoin de stagiaires, j'ai l'IA pour faire des recherches fastidieuses qui prenaient des semaines, ça se passe en 10 minutes. Et là, cette crainte existe. Jean-François Colosimo, un dernier mot là-dessus. Est-ce qu'il y a au moins 2 métiers dans l'édition, puisque c'est un secteur que vous connaissez bien, vous êtes éditeur, le patron des éditions du CERF. L'IA menace les correcteurs et l'IA menace les traducteurs. Oui, alors effectivement, 2 choses rapidement. Il y a des tas de métiers qui vont être menacés par l'IA, c'est clair, comme ces métiers de compilation, n'est-ce pas ? Ou ces métiers, etc. Mais dans le même temps, vous voyez, moi j'y suis prêt, nous sauverons, nous éditeurs par exemple, en vous vendant des livres bio, sans OGM, sans IA, garantie sans IA, parce qu'en fait, vous chercherez toujours dans la littérature, non pas la platitude, mais le défaut. C'est le défaut qui est créateur. Vous avez raison. Les livres au lait cru de Jean-François Colosimo et les consultations créatives de Maître Sophie Obadia. Pour terminer, je vous dis à la semaine prochaine, on va se quitter, avec de l'intelligence artificielle. Écoutez, une IA qui s'inspire de Chopin pour faire du piano. Alors au début, on trouve ça formidable, puis à la fin, c'est moche.